coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Bischleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, parce que je suis tout seul ce matin, les gars sont pas mal occupés en ce moment, mais je me suis dit que c'était quand même assez sympa de pouvoir vous présenter l'édition 2022 de l'Amstel Gold Race, et je vais en profiter pour prendre pas mal vos questions aussi, si vous êtes assez nombreux sur le chat, histoire de rendre le truc un peu plus interactif. J'en profite pour saluer Ben, qui est le premier à nous rejoindre ce matin. Donc comme je le disais, présentation de l'Amstel Gold Race qui pour la première fois depuis bien longtemps va se dérouler avant Paris-Roubaix, parce que vous le savez, il y a des élections demain en France, donc c'est pour ça que les deux courses ont été inversées. Donc pour situer un peu le contexte, on se trouve dans la région de Maastricht, aux Pays-Bas, donc à la frontière avec la Belgique et l'Allemagne, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et on va commencer par le parcours. Alors j'ai pris la fiche PDF de l'organisation, histoire de vous le montrer, et vous voyez qu'il y a pas moins de 33 difficultés sur cet Amstel Gold Race 2022. Parmi celles-ci, on retrouve le Cauberg, le Kruisberg, le Kuttenberg, des montées assez connues de tous ceux qui suivent avec attention cette épreuve. Donc une course qui, je pense, sera encore une fois faite pour les punchers ou les 4x4, comme on les appelle plus communément. Aussi, ces mecs qui sont capables de sprinter, de bien passer les bosses, hein, à l'instar de Mathieu Van Der Poel. Je reviendrai sur lui dans un second temps, parce que je pense que c'est le gros favori, mais tous ces types de coureurs qui sont vraiment capables de briller, je pense, sur l'Amstel. Alors, on va aller assez rapidement, parce que comme je vous l'ai dit, je suis tout seul, donc l'idée c'est pas non plus de traîner. Parcours dans les allées de garage des habitants du coin, ouais, tout à fait, comme le dit Ben sur le chat. Donc un grand favori demain au départ de l'Amstel, c'est Mathieu Van Der Poel, surtout qu'avec l'absence de Tadej Pogačar, qui a choisi de faire l'impasse, de Wout van Aert qui est covidé, donc qui est toujours forfait, et de Julien Lafilippe qui lui est sur les routes du Tour de Pays Basque. C'est le seul des gros cadors, des classiques entre guillemets, à être présent au départ, donc je pense que ça va être le véritable épouvantail, le coureur le plus surveillé, surtout qu'il joue à domicile et qu'il a remporté tout simplement ses deux dernières sorties. C'était à travers la Flandre et puis le Tour des Flandres. Donc Van Der Poel est dans une forme exceptionnelle. Il a fait taire toutes les critiques et tous ceux qui pensaient qu'il pouvait revenir dans une condition assez aléatoire après sa longue blessure au dos. Donc comme je le disais, Mathieu Van Der Poel, gros favori. Il sera bien entouré chez Alpecin, parce qu'on retrouve notamment Gianni Vermeersch et Stefano Aldani, mais aussi Dries de Bont, Christian Sbaragli, Gogol et Bayer, les Autrichiens. Donc une bonne équipe, je trouve, autour d'Alpecin, même s'il y aura du boulot, et que je pense que même s'il est favori, la course est assez ouverte, parce que ça va être difficile à contrôler. Et justement, on va faire une petite revue d'effectifs des principales forces en présence, que même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pogačar et Van Aert sont absents, à la Philippe aussi, il y a quand même du beau monde sur cette liste de départ que vous voyez là sur le stream de la page de nos amis de First Cycling. Donc côté français, on commence par AG2R avec Benoît Cosnefroy qui était pas mal lors du circuit de la Sarthe, qui a su éviter les chutes, parce que vous le savez, hier il y a eu une grosse chute dans le final à 4 bornes de l'arrivée lors de la dernière étape. Et Cosnefroy a fini dans un deuxième groupe, donc il a pu éviter fort heureusement de tomber, et je pense que ça sera un des principaux outsiders demain au départ de l'épreuve. Alors on continue avec la formation Astana. La formation Astana, il y a Lutsenko sur la liste de départ, mais j'y crois pas trop. Je pense que la liste n'est pas encore définitive chez eux. Idem pour Moscon, je pense pas qu'il sera là non plus. L'équipe Astana qui fait un peu peine à voir, parce qu'il y a des petits soucis sportifs et extrasportifs. On dit que les coureurs sont pas forcément rémunérés depuis le début de l'année, donc difficile de trouver de la motivation. Et là, je vois mal ce qu'ils vont pouvoir faire
sur cette épreuve. Alors on passe à BNB, une formation outsider, on aura un œil attentif sur Franck Bonamour, il y a pas mal de supporters de l'équipe sur le site et sur le forum de Vélo Club, donc j'espère que Franck Bonamour fera une bonne performance, ça permettra à nos supporters d'avoir un petit peu de baume au cœur parce que c'est compliqué ces dernières semaines sur le plan des résultats. Cinquième formation, Bahrain Victorious avec tout simplement Matej Moric, Matej Moric exceptionnel sur Milan-San Remo. Je pense demain, ça lui convient un peu plus que le Tour des Flandres parce que comme je l'ai dit, le scénario peut être assez aléatoire et la course assez ouverte. Et sur cette épreuve un peu toboggan, je pense que Moric peut vraiment profiter d'une observation, d'un mouvement de course pour sortir, pourquoi pas, un peu comme sur le Poggio, sur le sommet d'une bosse, sortir dans la descente et ensuite ne jamais être vu. Pour moi, c'est une des grosses cotes demain au départ de l'Amstel. Je vais passer rapidement sur Bardiani, parce que pareil, comme BNB, c'est une formation invitée, donc on ne s'attend pas forcément à des merveilles. Idem pour la Bingo, qui n'a pas forcément de carte capable de terminer dans le top 10. Alors chez Bora, c'est intéressant parce qu'on retrouve Max Charman. Max Charman, c'est très compliqué depuis le début de l'année. On l'attendait notamment sur Paris-Nice et finalement, on ne l'a pas trop vu. Alors dans quelles conditions il va être, on ne sait pas trop, mais c'est une épreuve qui, sur le papier, s'il est à 100% de sa forme, peut vraiment lui convenir. Donc je ne l'enterrerai pas trop rapidement, on ne sait jamais. C'est un coureur qui aussi nous a montré qu'il n'avait pas forcément beaucoup d'épreuves de préparation pour briller. Donc à voir, en tout cas, je serai vous, j'aurai un petit œil quand même attentif sur lui. Alors pour la Cofidis, je pense que Brian Coquard, ça va vraiment être quelque chose d'intéressant. On sait que c'est une épreuve qui lui a souri par le passé. Même si là, le parcours est un peu plus compliqué, et je pense que pour Brian, il faudrait vraiment une course d'attente, entre guillemets. Que si ça bataille et si les punchers sortent vraiment très tôt dans la course, je pense que ça va être compliqué pour lui. Par contre, si on arrive à un scénario où on a 30-40 coureurs dans le final et un sprint en petit comité, il pourrait tirer son épingle du jeu. On a vu en début d'année qu'il était très fort sur des arrivées un peu compliquées, donc pourquoi pas un top 10 pour Brian Coquard, suivant encore une fois le scénario. Chez IF, c'est pas trop évident de dégager quelqu'un parce que comme Astana, IF c'est très compliqué depuis le début de l'année. Sur le papier, l'effectif est assez séduisant, avec Bettiol, avec Magnus Cort, avec aussi Michael Valgren, mais est-ce qu'ils seront dans une condition qui leur permettra d'être à l'avant? Personnellement, j'en doute pas mal. Donc, sincèrement, je ne crois pas trop à une bonne performance du IF et Education Easy Post demain sur les routes de l'Amstel. Par contre, je vais dire du bien de la FDJ, ceux qui me connaissent aiment bien dire que j'en dis du mal, même si c'est pas forcément toujours vrai. Valentin Madouas, je pense que c'est la course qui lui convient le mieux parmi toutes les classiques. Il a été absolument exceptionnel lors du Tour des Flandres dimanche dernier, dans le top 10 sur le podium. Il a créé la surprise. Il aura une équipe, je pense, 100% dévouée à sa cause. J'imagine bien Kung se sacrifier parce que je pense que ça lui convient moins que le Tour des Flandres. On va aussi retrouver Quentin Paché qui est pas mal depuis le début de l'année, Kevin Genietz. Donc ça sera intéressant de voir le jeune coureur breton évoluer sur l'Amstel et pourquoi pas viser la victoire. On l'a dit, Van der Poel est favori, mais derrière il y a 4-5 mecs avec lui, avec Mohoric notamment, qui sont capables de tirer leur épingle du jeu et de profiter d'un marquage autour du néerlandais. Donc pourquoi pas une très très belle surprise demain du côté de la GFDJ et de Valentin Madouas. Alors l'équipe qui fait pour moi figure d'épouvantail demain sur la course, c'est le team Ineos, parce que là il y a un effectif assez costaud entre les Hayter, Tom Pidcock, Ben Turner, Narvaez, Van Barle et Kiato, ça envoie du lourd. En plus, ce qui est intéressant, je trouve vraiment, chez Ineos Grenadier, c'est qu'on peut briller dans des scénarios différents. Hayter est assez rapide au sprint, Pidcock également, mais il est aussi capable de sortir dans un final et de s'imposer en costaud. Pareil pour Narvaez, et puis Van Barle est toujours à surveiller. On a vu dimanche dernier qu'il était lui aussi très en forme. Donc ouais, je pense que c'est vraiment le plus gros collectif et ils seront vraiment à surveiller très attentivement. Du côté de chez Intermarché, ça sera un peu plus compliqué que ces dernières semaines, je pense,
parce que Christophe et Girmay ne sont pas là. On sait que c'est les deux fers de lance de l'effectif depuis le début de l'année. Donc pourquoi pas une petite surprise du côté de Vliegen ou de Backlands, mais je pense qu'ils seront en retrait par rapport à d'autres effectifs, tout comme Israël Première Tech, hein, qui peut s'aligner cette fois-ci. On le rappelle, ils étaient forfaits lors du Tour des Flandres et de la flèche du Grand Prix de l'Escaut, pardon, je confonds les épreuves. Donc c'est déjà bien qu'ils puissent être au départ demain, mais dans quel état de forme, on ne sait pas trop, hein, parce qu'il y a toujours des mecs comme Hermans, comme Inpe, comme Neylands qui peuvent s'illustrer, mais ouais, j'ai du mal à les voir être en mesure de peser sur la course. Par contre, les choses sont différentes pour la Jumbo-Visma, hein. Gros effectif, malgré l'absence de Wout van Aert, comme je l'ai dit en début d'émission, toujours covidé ou toujours convalescent. Il y a Benoît, il y a Laporte, Dumoulin. Sa condition est quand même assez aléatoire, surtout sur une grosse épreuve. Je compterais plus sur Tenissen comme troisième larron, mais ils ont aussi l'effectif pour briller. À eux de faire briller justement leur collectif pour tenter de décrocher le gros lot, hein. Je pense que Laporte et Benoît sont des candidats à la victoire, si, comme je l'ai dit, on marque d'un peu trop de près Mathieu Van Der Poel, donc vraiment une équipe séduisante sur le papier et à suivre. Passons maintenant à la Lotto Soudal, si vous le voulez bien. Philippe Gilbert. Bon, Philippe Gilbert, il n'est plus dans la condition qui lui a permis de remporter la course il y a quelque temps. D'ailleurs, ce sera peut-être sa dernière sortie sur sa course favorite, l'Amstel, puisqu'il, comme je l'ai dit, il l'a remporté à plusieurs reprises, mais il a dit qu'il était en forme et qu'il espérait briller. Donc à voir s'il ne peut pas décrocher un top 10, ça serait plutôt sympa pour le coureur wallon. Chez Movistar, c'est toujours compliqué de dégager quelqu'un. Si j'avais un nom à sortir du chapeau, ça serait Alex Aramburu, mais je trouve qu'il est un peu souvent sur courant alternatif, donc c'est pas forcément évident d'en faire un favori, plus un outsider pour une petite surprise, je pense. Quick-Step Alpha Vinyl, la Quick-Step, ça me fait sourire parce que c'est compliqué pour eux depuis le début de saison, surtout sur les classiques, hein, parce qu'il y a quand même quasiment 20 victoires pour la Quick-Step, donc je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui aimeraient sous-performer comme ça, mais vu l'effectif qu'ils ont, on s'attendait à beaucoup mieux, et d'ailleurs on a vu dans les interviews réalisées ces derniers temps qu'il y avait quand même une certaine déception chez les coureurs qui ne se montrent pas au niveau, enfin en tout cas le groupe classique, mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a trois cartes. Casper Asgreen, forcément, mais aussi Andrea Baggioli. Andrea Baggioli, je trouve que c'est le profil de course qui est parfait pour lui. Puis avoir Florian Sénéchal, je considère quand même que l'épreuve est un peu trop dure pour lui, mais pourquoi pas une petite surprise. Même si, comme je l'ai dit, je miserais plus sur Andrea Baggioli, peut-être même plus que Casper Asgreen. Sport Vlaanderen, pareil, pas grand chose à dire, hein, ça fait partie, comme Bingo, comme Bardiani et comme BNB, de ces formations invitées qui peuvent, pourquoi pas, espérer l'échappée matinale et un top 20 si jamais celle-ci va assez loin dans la course, mais c'est difficile de les voir peser en tout cas sur l'épreuve. Au contraire d'Arkea, qui est invité, ils sont qualifiés automatiquement comme Alpecin, même s'ils sont en Pro Team. Barguil a montré qu'il était très très performant ces dernières semaines, donc lui dans l'optique d'un top 10, je pense que ça peut être intéressant de le jouer si vous êtes assez adepte des jeux, comme c'est le cas pour pas mal d'entre vous. Je pense que ça peut être une grosse cote intéressante, pas pour la victoire, mais pour une belle place dans le top 10. Autre candidat à la victoire par contre, c'est Michael Matthews chez Bike Exchange. Michael Matthews qui a souvent pas de chance, et là il a une course qui, comme d'autres, lui convient parfaitement. Il est rapide au sprint, il est capable de passer les bosses, donc c'est quand même le profil idéal pour briller sur ce type de parcours, tout comme Søren Kragh Andersen chez DSM, qui est un peu moins rapide que Matthews, mais qui est aussi capable de bien passer les bosses, un grand attaquant aussi, donc je pense que lui, comme Matthews, pour un top 10, ça peut être pas mal. Chez Total Energy, il y aura Turgis qui était un peu moins bien sur la deuxième partie des classiques flandriennes, mais pourquoi pas un sursaut du français qui devrait lui aussi trouver un terrain à sa convenance.
Quant à Sagan, bah, je ne sais pas s'il sera vraiment au départ parce qu'il a abandonné lors du circuit de la Sarthe. C'est très compliqué pour lui à cause du Covid notamment. Depuis le début de saison, je crois qu'on va faire des examens supplémentaires chez Total Energy pour voir un peu ce qui cloche chez le Slovaque. Donc à voir s'il est au départ, mais en tout cas c'est difficile de miser sur lui vu sa condition ces dernières semaines. Passons à la Trek, voilà pareil, pas beaucoup de coureurs à même de briller. Je citerai quand même le champion du monde d'espoir, Filippo Baroncini. Un peu 4x4, ce profil que je décrivais en début d'émission, rapide au sprint, capable de passer les courtes bosses. Comme Danoul aussi, pourquoi pas, ça pourrait leur convenir aux jeunes pépites de la Trek. Alors la UAE, dernière formation à être évoquée, sera orpheline de Tadej Pogačar qui va faire l'impasse et qui ne reprendra pas la compétition avant les Ardennaises, la Flèche et Liège-Bastogne-Liège. Mais en son absence, on pourra compter sur Juan Ayuso, pourquoi pas, qui va un peu découvrir les grandes classiques. Il peut trouver un terrain pas mal pour lui, même si j'étais vous, je miserais quand même plus sur Marc Hirschi, qui lui aussi possède toutes les qualités requises pour briller sur l'Amstel. Il revient en forme en plus le coureur suisse, donc ça peut être une belle carte à jouer. Je surveillerai aussi Finn Fischer-Black, qui aura certainement plus de liberté en l'absence de gros leaders. Et en fonction de sa condition, pourquoi pas Sébastien Molano, qui est rapide au sprint, et comme Brian Cocard, qui pourrait bénéficier d'une course d'attente si jamais elle a lieu. Mais je serais quand même assez étonné, parce que depuis le début de l'année, on voit quand même que ça bouge pas mal assez tôt, donc je serais surpris d'avoir une course un peu chiante, entre guillemets, si vous me passez l'expression, et un sprint à 40 à l'arrivée. Je pense qu'on aura plutôt une épreuve assez excitante et un scénario assez débridé, surtout clairement pour conclure plus ou moins cette émission, avant de vous donner mon petit prono. Ça sera tout le monde contre Mathieu Van Der Poel, je pense, et j'ai du mal à le voir s'imposer, même si c'est le grand favori, forcément. Je ne vais pas le nier, ça serait idiot de ma part de le faire, mais je pense qu'il sera piégé à un moment, parce que tout le monde va plus ou moins jouer contre lui, donc je ne vais pas le mettre sur mon podium. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre pronostic sur le live, et je le citerai à l'antenne, bien évidemment, avec plaisir. Donc je vais jouer un peu la carte tricolore. Pour une fois, je le fais assez rarement, mais j'ai envie de me risquer là-dessus, et pourquoi pas une victoire de Valentin Madouas. Je le vois bien surfer sur sa forme du moment et son très bon Tour des Flandres, et derrière je miserai sur un Tom Pidcock que j'ai trouvé pas mal aussi dimanche dernier, et en troisième pourquoi pas un Tige Benoît qui lui aussi va trouver un terrain favorable et qui serait récompensé par un podium de sa belle campagne des Flandriennes, où il a souvent été au service de Laporte ou de Van Aert. Donc voilà ce qui serait mon podium pour la course. Concernant nos émissions, et en attendant que vous mettiez les vôtres, si vous les mettez sur le live, normalement on se donne rendez-vous demain soir à 19h pour la sortie du dimanche. On espère qu'on sera assez nombreux, sinon comme cette semaine, on fera l'émission lundi soir, c'est pas très grave. Si jamais on a une journée de décalage, on a un gros programme en plus, qu'il y a le Tour du Pays Basque qui se termine aujourd'hui, et vu les faibles écarts, la lutte s'annonce assez passionnante entre Remco Evenepoel et Daniel Martinez. D'ailleurs, pour finir sur un autre petit pari, moi je mettrai une petite pièce quand même sur Daniel Martinez, qui est assez exceptionnel depuis le début de la saison, et je pense que ce sera lui le leader d'ailleurs d'Ineos sur le Tour de France cet été. Donc voilà pour clôturer l'émission. Je vous remercie à tous, vous étiez quand même assez nombreux ce matin, donc je vous remercie de m'avoir suivi et de nous suivre de manière générale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, et à nous donner un follow également. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Un bon Tour du Pays Basque cet après-midi, puis nous, normalement, on se donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle émission des commissaires de course. Et pour conclure, Ben nous dit Mathieu Van Der Poel favori, ouais, et Madouas en choix patriote comme moi, et un AG2R sur le podium. Pourquoi pas Benoît Cosnefroy, ça
ça ferait plaisir à pas mal de monde. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous un très bon samedi, un très bon final du Tour du Pays Basque, et on se donne rendez-vous demain pour la sortie du dimanche. Ciao!